Dans l'un des quartiers les plus riches du Mexique, une fillette de 4 ans a disparu de sa chambre au milieu de la nuit. Pendant 9 jours, policiers, chiens pisteurs, experts légistes, membres de la famille et journalistes ont fouillé chaque recoin de cette maison. Ils ont regardé dans les placards, sous les meubles, dans chaque pièce. Les médias ont même diffusé en direct depuis l'intérieur de cette chambre. Et puis, le 9e jour, son petit corps a été retrouvé coincé au pied de son propre lit, dans un espace qui avait déjà été fouillé à plusieurs reprises. Voici l'histoire de Paulette Gebara Farah, et ce qui s'est passé dans cette chambre reste l'une des affaires les plus controversées de l'histoire du Mexique. Avant d'aller plus loin, merci de cliquer sur j'aime pour que plus de gens puissent découvrir cette affaire, et abonnez-vous à la chaîne avec toutes les notifications activées pour ne jamais manquer une enquête sur une affaire classée. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Paulette Gebara Farah est née en 2005 dans une vie de privilège à Huixquilucan de Degollado, une municipalité de l'État de Mexico connue pour ses résidences fermées et huppées. Sa maison était située à la Herradura, l'un des quartiers les plus exclusifs de toute la région, où la sécurité était stricte et la criminalité rare. Elle vivait avec ses parents, Mauricio Gebara et Lisette Farah, et sa sœur aînée, Lisette. Mais la vie de Paulette n'était pas sans défi. Elle était née avec des troubles du développement qui affectaient sa motricité et sa parole. Elle ne pouvait pas marcher sans aide et était incapable de communiquer verbalement comme la plupart des enfants de son âge. Malgré ces difficultés, elle était décrite par ceux qui la connaissaient comme une petite fille brillante et aimante qui apportait de la joie à sa famille. En raison des besoins de Paulette, ses parents avaient engagé 2 nourrices logées sur place, 2 sœurs nommées Erika et Marta Casimiro. Ces 2 femmes travaillaient pour la famille Gebara depuis 7 ans, aidant à s'occuper de Paulette et de sa sœur, gérant les routines domestiques et fournissant l'attention constante que Paulette nécessitait. Chaque matin, l'une des nourrices réveillait les filles, les aidait à s'habiller, faisait leur lit et les préparait pour la journée. C'était une routine suivie sans incident depuis des années. Le soir du 21 mars 2010, la famille Gebara est rentrée chez elle après de courtes vacances de 3 jours. C'était une escapade d'un week-end, et selon tous les témoignages, ce fut un voyage ordinaire. Paulette était avec son père et sa sœur aînée. À leur retour à la maison ce dimanche soir, la famille a repris sa routine habituelle. Paulette a été mise au lit dans la chambre qu'elle partageait avec ses parents, dans son propre petit lit. La maison était calme. Les portails étaient verrouillés. Des caméras de sécurité surveillaient le périmètre. Tout semblait normal. Le lendemain matin, le 22 mars, Erika Casimiro, l'une des nourrices, est entrée dans la chambre pour commencer la routine matinale. C'était à son tour ce jour-là de réveiller les enfants et de les aider à se préparer. Mais lorsqu'elle s'est approchée du lit de Paulette, la petite fille n'y était pas. Le lit était défait, les draps froissés, mais Paulette avait disparu. Au début, Erika a pensé que Paulette avait peut-être été déplacée pendant la nuit, peut-être emmenée dans le lit de ses parents ou dans une autre pièce. Mais cela n'avait aucun sens. Paulette ne pouvait pas marcher seule. Elle n'aurait pas pu quitter la chambre sans aide. Erika a immédiatement alerté Marta, sa sœur, et ensemble, elles ont commencé à fouiller la maison. Elles ont vérifié les salles de bain, les placards, les pièces à vivre. Elles ont appelé Paulette par son nom. Bria. La panique a commencé à s'installer. Elles sont allées dans la chambre de Lisette et Mauricio et les ont réveillés, leur demandant s'ils avaient emmené Paulette quelque part pendant la nuit. Les parents étaient confus, puis alarmés. Non, ont-ils dit. Ils ne l'avaient pas déplacée. Ils ne l'avaient pas vue depuis qu'elle avait été mise au lit la veille au soir. En quelques minutes, la maison est entrée en effervescence. Lisette Farah a appelé sa belle-sœur, la sœur de Mauricio, qui a immédiatement contacté les autorités de Huixquilucan. En milieu de matinée, des policiers étaient sur place. Il ne s'agissait pas d'un cas d'enfant s'éloignant dans la rue ou se perdant dans un parc. Il s'agissait d'une fillette de 4 ans avec de graves limitations physiques qui s'était volatilisée d'une maison verrouillée et sécurisée, dans l'un des quartiers les plus sûrs du Mexique. Les circonstances étaient profondément troublantes. En quelques heures, l'affaire a explosé et est devenue un phénomène médiatique national. Lisette Farah est apparue à la télévision, le visage baigné de larmes, suppliant quiconque avait enlevé sa fille de la ramener. Des affiches avec la photo de Paulette ont été distribuées dans toute la ville. Des panneaux publicitaires ont été installés. Des messages d'intérêt public passaient dans les bus et le métro. L'histoire dominait l'actualité. Partout au Mexique, les gens étaient captivés par ce mystère. Comment une enfant handicapée pouvait-elle simplement disparaître de sa propre chambre? Mauricio Gebara a également lancé des appels publics,
racontant qu'il était sorti faire du sport tôt le matin du 22 mars et qu'à son retour, Paulette avait déjà disparu. Il a supplié toute personne détenant des informations de se manifester. La famille a offert une récompense. Lisette a même passé un appel télévisé au prétendu ravisseur, promettant qu'il n'y aurait pas de représailles si Paulette était rendue saine et sauve. Le désespoir dans sa voix était palpable. Pendant ce temps, les enquêteurs ont lancé une recherche à grande échelle. Les équipes forensiques ont passé la maison au peigne fin. Des chiens pisteurs ont été amenés pour renifler l'odeur de Paulette. Les chiens ont fouillé la chambre, les couloirs, toute la propriété. Ils ont marqué plusieurs endroits, y compris près du lit de Paulette, mais les enquêteurs ont ignoré ces alertes, croyant que les chiens captaient simplement une odeur résiduelle de l'endroit où Paulette s'était trouvée avant de disparaître. Les recherches se sont étendues au-delà de la maison. Des bénévoles ont parcouru le quartier environnant, vérifiant les parcs, les terrains vagues, les chantiers de construction. Des hélicoptères survolaient la zone. Rien. Au fil des jours, l'enquête a pris une tournure plus sombre. Le procureur général de l'État de Mexico, Alberto Basbaz, a annoncé publiquement que l'affaire était désormais traitée comme une enquête pour homicide. Des incohérences ont commencé à apparaître dans les déclarations faites par les parents de Paulette et les deux nourrices. Les 4 adultes ont été interrogés longuement. Leurs histoires ne concordaient pas parfaitement. De petits détails différaient. Les chronologies étaient vagues. Le 3 avril, les autorités ont pris la décision extraordinaire de placer Mauricio Guevara, Lisette Farah et les sœurs Casimiro sous arrego, une forme de détention préventive utilisée au Mexique pour détenir des suspects pendant qu'une enquête se poursuit. Ils ont été transférés dans un hôtel, où ils resteraient sous surveillance pendant que les experts légistes retournaient à la maison pour mener une reconstruction complète des événements de cette nuit-là. Le public était sous le choc. Les parents étaient-ils impliqués? Quelque chose de terrible s'était-il passé à l'intérieur de cette maison? Dans la nuit du 31 mars, 9 jours après la disparition de Paulette, les enquêteurs étaient de retour dans la maison des Guevara, retraquent leurs pas, essayant de reconstituer ce qui s'était passé. Il était tard, environ 2 heures du matin. Alors qu'ils se déplaçaient dans la chambre de Paulette, quelqu'un a remarqué une odeur. C'était faible au début, mais indubitable. L'odeur de la décomposition. Ils ont tourné leur attention vers le lit de Paulette. Ce même lit qui avait été fouillé plusieurs fois. Ce même lit où une amie de la famille avait même dormi pendant les recherches, essayant de soutenir la famille. Ce même lit qui avait été visible en arrière-plan lors des interviews télévisées en larmes de Lisette Farah. Un officier a soulevé le matelas. Et là, coincé étroitement entre le matelas et le pied du cadre de lit, enveloppé dans des couvertures et des draps, se trouvait le corps de Paulette. Elle était recroquevillée dans un petit espace, sa tête et son torse compressés par le poids de la literie. Elle avait été là tout ce temps. Pendant 9 jours, alors que la police cherchait, que les chiens reniflaient, que les caméras tournaient, que la nation regardait, Paulette était dans son lit. La découverte a été immédiatement accueillie avec incrédulité et indignation. Comment était-ce possible? Comment des enquêteurs forensiques formés, des policiers expérimentés et des chiens pisteurs professionnels avaient-ils pu manquer à un corps qui se trouvait juste là, dans la pièce? Le public exigeait des réponses. La couverture médiatique est devenue encore plus intense. Les théories ont explosé sur les chaînes d'information et les réseaux sociaux. Certains croyaient que la police était incompétente. D'autres soupçonnaient une dissimulation. Beaucoup étaient convaincus que le corps de Paulette avait été placé là après les fouilles initiales, que quelqu'un l'avait déplacé. Les résultats de l'autopsie ont été publiés peu après. Le médecin légiste a déterminé que Paulette était morte d'asphyxie mécanique due à l'obstruction de ses cavités nasales et à une compression thoraco-abdominale. En termes plus simples, elle avait étouffé. Le rapport forensique a conclu que Paulette s'était probablement retournée dans son lit pendant la nuit, se déplaçant vers le pied du lit, et s'était retrouvée piégée dans l'espace étroit entre le matelas et le cadre de lit. Incapable de se libérer et incapable d'appeler à l'aide, elle s'était asphyxiée sous le poids des couvertures et la pression de l'espace confiné. La conclusion officielle était que la mort de Paulette était un accident. Selon l'enquête menée par le procureur général Basbaz, il n'y avait aucune preuve d'acte criminel. L'analyse forensique indiquait que son corps n'avait pas été déplacé après la mort. Elle était morte là où elle avait été trouvée, probablement quelques heures après avoir été mise au lit la nuit du 21 mars. Mais le public n'était pas convaincu. Comment les experts légistes avaient-ils pu la manquer lors des recherches initiales? La réponse, selon les officiels, était une combinaison de facteurs.
Premièrement, l'espace où le corps de Paulette a été trouvé était extrêmement étroit et difficile à voir sans démonter complètement le lit. Deuxièmement, les couvertures et les draps étaient enroulés autour d'elle de telle manière que son corps n'était pas immédiatement visible. Troisièmement, les chiens pisteurs avaient marqué l'endroit près du lit, mais les enquêteurs à l'époque croyaient que les chiens détectaient une ancienne odeur, ne réalisant pas l'importance de l'alerte. Et enfin, l'odeur de décomposition n'était pas devenue assez forte pour être perceptible avant plusieurs jours de recherche. Le procureur général Baz a admis plus tard que l'enquête avait été défaillante. Il a reconnu que les enquêteurs avaient omis de fouiller complètement le lit et la chambre de Paulette lors du balayage initial. C'était un aveu dévastateur, qui a alimenté la colère et le chagrin du public. Comment une erreur aussi basique et fondamentale avait-elle pu être commise? Comment le lit d'un enfant n'avait-il pas pu être fouillé minutieusement dans une affaire de disparition? Dans les jours suivant la découverte du corps de Paulette, les tensions au sein de la famille ont atteint un point de rupture. Mauricio Gebara et Lisette Farah, qui avaient été unis dans leurs appels publics pour le retour de leur fille, ont commencé à se retourner l'un contre l'autre. Au cours de l'enquête, Baz avait publiquement nommé Lisette comme la seule suspecte dans ce qu'il croyait initialement être un homicide. Les spéculations allaient bon train selon lesquelles Lisette, dépassée par les exigences des soins d'un enfant handicapé, aurait été impliquée d'une manière ou d'une autre dans la mort de Paulette. Lisette a nié avec véhémence tout acte répréhensible, et la théorie a finalement été abandonnée une fois que l'autopsie a confirmé l'asphyxie accidentelle. Mais le mal était fait. Le mariage du couple s'est effondré sous le poids des soupçons, du chagrin et de l'examen médiatique. Le 4 avril, un juge a accordé la liberté aux parents de Paulette et aux deux nourrices. El Arrego a été levé. Il n'y avait aucune preuve d'acte criminel. Aucune accusation n'a été portée. La position officielle était claire. La mort de Paulette avait été un accident tragique, le résultat d'une terrible confluence de circonstances et d'une enfant qui ne pouvait pas se sauver elle-même. Mais même avec la conclusion officielle, des questions subsistaient. Pourquoi l'équipe forensique n'avait-elle pas démonté le lit lors de la première fouille? Pourquoi les alertes des chiens pisteurs avaient-elles été ignorées? Et peut-être le plus douloureux, si l'enquête avait été menée correctement dès le début, Paulette aurait-elle pu être trouvée à temps? La réponse à cette dernière question, selon l'autopsie, était non. Paulette était probablement morte quelques heures après sa disparition, bien avant l'arrivée des premières équipes de recherche. Mais savoir cela n'a guère apaisé la colère du public ou le chagrin de la famille. Lisette Farah s'est battue plus tard pour avoir accès au dossier complet de l'enquête, déposant plusieurs injonctions pour tenter d'examiner les archives et de comprendre exactement comment les autorités étaient parvenues à leurs conclusions. Elle voulait des réponses. Elle voulait savoir pourquoi il avait fallu 9 jours pour trouver sa fille dans un endroit qui aurait dû être fouillé le premier jour. Ces demandes ont été rejetées. Les retombées politiques de l'affaire ont été rapides. Alberto Baz, le procureur général qui avait supervisé l'enquête, a fait face à d'intenses critiques publiques. Les partis d'opposition ont réclamé sa démission. En mai 2010, moins de 2 mois après la découverte du corps de Paulette, Baz a démissionné de son poste. Il a défendu l'enquête et maintenu que la conclusion était correcte, mais il a reconnu que la confiance du public en son bureau avait été brisée. Paulette Gebara Farah a été enterrée au Panthéon français de San Joaquín, un cimetière de Mexico. Elle n'avait que 4 ans. En mai 2017, 7 ans après sa mort, ses restes ont été exhumés et incinérés. L'affaire de Paulette Gebara Farah reste l'une des plus débattues et controversées de l'histoire moderne du Mexique. À ce jour, beaucoup de gens refusent d'accepter l'explication officielle. Les forums en ligne, les communautés de True Crime et les discussions sur les réseaux sociaux continuent de disséquer chaque détail de l'affaire, proposant des théories alternatives et remettant en question le processus d'enquête. Certains pensent que les résultats de l'autopsie ont été manipulés. D'autres soulignent des incohérences dans la chronologie fournie par le médecin légiste, notant que les premiers rapports suggéraient que Paulette était morte depuis 5 à 9 jours lorsque son corps a été trouvé, ce qui ne correspondrait pas à une mort dans la nuit du 21 mars. Ce qui est indéniable, c'est que de graves erreurs ont été commises. Le lit d'un enfant n'a pas été correctement fouillé. Les alertes de chiens pisteurs entraînés ont été rejetées. Et pendant 9 jours, une petite fille est restée inaperçue dans sa propre chambre alors que le monde la cherchait partout ailleurs. Que ces erreurs soient le résultat de l'incompétence, de la négligence ou de quelque chose de plus sinistre est une question qui continue de hanter ceux qui ont suivi l'affaire. L'histoire de Paulette est un rappel de la fragilité de la vie et de la rapidité avec laquelle la tragédie peut frapper même dans les endroits les plus sûrs.
C'est aussi une illustration frappante de l'importance d'un travail d'enquête minutieux et méticuleux, en particulier dans les cas impliquant des victimes vulnérables. De petits oublis peuvent avoir des conséquences dévastatrices. Et lorsque ces oublis sont rendus publics, ils érodent la confiance dans les systèmes même conçus pour nous protéger. Que pensez-vous qu'il se soit réellement passé dans cette affaire? Croyez-vous à l'explication officielle, ou pensez-vous qu'il y a plus à découvrir? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais s'il vous plaît, restez respectueux envers Paulette et sa famille. Si vous souhaitez voir plus d'enquêtes sur des affaires classées comme celle-ci, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager pour que plus de gens puissent connaître ces histoires. Et si vous avez des informations relatives à une affaire non résolue, contactez toujours les autorités. Même le plus petit détail peut faire la différence.